un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Depuis plusieurs jours, l'archipel français subit des émeutes d'une rare violence qui touchent toutes les sphères de l'État jusqu'en métropole. Incendies, pillages, violences armées, l'état d'urgence est vite proclamé au sein de cette région qui porte en elle le poids d'une histoire tourmentée. Plongeons-nous donc, pour éclairer les récents événements, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de sa colonisation à son gain de souveraineté. Les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie remontent à environ 3000 ans, les traces archéologiques de leur passage étant caractérisées par de mystérieux pétroglyphes. Les ancêtres de ces premiers Calédoniens seraient arrivés par pirogue, en apportant l'horticulture. En septembre 1774, l'explorateur James Cook découvre l'archipel au cours de son deuxième voyage et nomme l'île New Caledonia, en souvenir de ses ancêtres écossais. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, la Calédonie est l'ancien nom de l'Écosse, désignant la partie de l'île de Bretagne située au-delà du mur d'Adrien. Bref, comme toutes les découvertes occidentales, s'ensuit souvent une colonisation de l'île, ce qui se produira au XIXe siècle par des chasseurs mais aussi des évangélistes chargés de convertir les populations locales. Au milieu du XIXe siècle, et plus précisément le 24 septembre 1853, l'amiral Février Despointes hisse les couleurs françaises à Balade et marque ainsi l'obtention du territoire par la France, plus précisément le Second Empire. À partir de 1862, la Nouvelle-Calédonie prend le statut de colonie autonome, sur un territoire peu développé, où il faut vite organiser la vie, c'est-à-dire la défense, l'économie et la politique vis-à-vis des autochtones. L'élevage et l'agriculture sont favorisés par Charles Guillain. En 1870, l'immigration européenne bat son plein sur l'archipel, avec l'installation de 1300 Européens à Nouméa, au Mont-d'Or et à Saint-Vincent. Par la suite, le territoire occupera diverses fonctions, dont les tristement célèbres déportations de prisonniers, soit 22 000 entre 1864 et 1897, dont parmi eux des révolutionnaires de la Commune de Paris. Et c'est à partir de là que la relation entre les colons et les populations locales coince. En 1878, la première grande insurrection éclate sur le territoire, conduite par le grand chef Ataï. 1 millier d'indigènes sont tués, dont 200 Européens. Plus généralement, la politique coloniale en Nouvelle-Calédonie sera sévère, comme dans toutes les colonies d'ailleurs. Par la suite, l'île va connaître une croissance économique plutôt remarquable, grâce aux mines de nickel attirant de nombreux Japonais, Indonésiens et Chinois. L'archipel va connaître des mutations importantes avec les deux guerres mondiales, les Néo-Calédoniens participant à l'effort de guerre par l'envoi de soldats. L'île servira par ailleurs de base arrière pour l'armée américaine dans leur lutte contre l'Empire japonais. C'est à partir de 1946 que les choses changent véritablement. Les ressortissants d'outre-mer deviennent des citoyens français, le régime des corvées est aboli et l'indigénat est définitivement abandonné. La Nouvelle-Calédonie devient par conséquent un territoire d'outre-mer, ce qui leur octroie une large autonomie. C'est de cette autonomie retrouvée que se développent les principaux mouvements autonomistes, dont l'Union calédonienne. La situation va toutefois se radicaliser pour passer d'une idée autonomiste à une idée d'indépendance, commençant à se concrétiser majoritairement chez les Kanaks, la population autochtone. Cette tranche de la population va se réunir autour du FLNKS, Front National de Libération Kanak Socialiste, dont le principal membre est Jean-Marie Tjibaou, qui gagne en influence. De 1984 à 1985, la crise éclate, avec des manifestations, des émeutes, des embuscades qui aboutissent à l'état d'urgence. Un premier référendum est organisé en 1987, majoritairement boycotté par la population kanak, s'abstenant à 94%. En avril 1988, la prise d'otage de 27 gendarmes sur l'île d'Ouvéa par les indépendantistes se solde par la mort de 25 hommes, dont 19 indépendantistes. Il faut donc prendre impérativement des décisions pour pacifier la situation. Michel Rocard, alors Premier ministre, œuvre à la réalisation des accords de Matignon,
qui acte l'organisation d'un référendum dans les 10 ans. Pourtant, les tensions ne sont pas pour autant arrêtées. En 1989, les deux principaux dirigeants indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou et Yévéné Yévéné, sont assassinés par des extrémistes kanaks. Tout est à repenser. L'accord de Nouméa, en 1998, rentre dans l'histoire comme un accord de décolonisation, qui reconnaît les populations kanaks comme des populations colonisées. Le but étant d'accorder petit à petit un semblant de souveraineté par le transfert des pouvoirs de la République vers une assemblée locale. Malgré le retour d'un semblant de paix, les troubles continuent à se produire de temps à autre. Un nouveau référendum est organisé en 2018. Une question à la clé: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Le non l'emporte à 56,4% contre 43,6% pour le oui. Vous l'aurez compris, le rapport entre l'archipel et la métropole est extrêmement complexe, tantôt caractérisé par une volonté d'intégration à la République et une aversion profonde de celle-ci. Quoi qu'il en soit, ce rapport conflictuel ne risque pas de s'apaiser ces prochaines années, l'indépendance restant au cœur des préoccupations, les événements récents ne faisant que nous conforter dans cette idée.